Voilà, en ce lundi 27 juillet, la situation internationale reste toujours extrêmement menaçante. De manière, disons, particulièrement exprimée. L'ancien directeur des affaires russes pour la CIA aux États-Unis, George Bibb, qui est du Quincy Institute, a dit que les conditions actuelles étaient celles de la guerre, ou préparant la guerre, de 14-18, la Grande Guerre. Pourquoi ? Parce que le réseau des alliances porte inéluctablement, si l'on considère qu'il est fatal, à la guerre. Et l'idéologie est une idéologie de domination de l'autre, d'écrasement de l'ennemi, qui porte elle aussi à la guerre. Alors, on a aujourd'hui, d'un côté, les États-Unis et Israël qui passent un accord d'intégration du renseignement, de la recherche et des opérations militaires. Évidemment, on peut dire, mais la décision finale reste celle des États-Unis, mais toute la préparation crée les conditions pour la décision finale, et cette préparation est commune. Eh bien, on pourrait le comparer à ce qui se dessine entre la France et l'Allemagne. Emmanuel Macron, disons, semble oublier que l'Allemagne a saboté notre programme nucléaire civil, offre la protection du programme nucléaire militaire à l'Allemagne. Et là aussi, la France conserverait la souveraineté dans le recours à la force nucléaire. Mais la préparation, la protection, les manœuvres communes sont intégrées. Donc on peut voir ces deux alliances établir les conditions, l'une en Europe vis-à-vis de l'Ukraine, et l'autre au Proche et Moyen-Orient, établir les conditions de convergence vers un affrontement. De plus, l'on sait que Trump pense à une grande Amérique allant du Groenland à la Terre de Feu, et Israël le grand Israël, donc motif d'alliance, et tous deux contre pour exprimer partout, répandre partout plutôt, le chaos. Le chaos pour régner. Vous savez que le chant SS, lorsqu'il rentrait en France en 1940, c'était du chaos naîtra un nouvel ordre. Alors, voyons la situation encore de plus près. Les États-Unis continuent à bombarder l'Iran. L'Iran continue à résister. Hormuz et maintenant le détroit de Bab el-Mandeb sont bloqués. Les Houthis, à leur tour, tirent sur l'Arabie saoudite, qui elle-même les avait agressés. Donc là aussi, une situation qui dégénère. En Ukraine également, évidemment, toute la vision européenne qu'avait manifestée Macron dans son discours de l'île longue, et de préparer des missiles de longue portée qui pourront atteindre en profondeur la Russie. Certes, ce n'est pas tout de suite, mais c'est préparé. Les Russes peuvent y voir un motif d'agression et répliquer. Donc voilà le danger de la situation telle qu'elle est. Heureusement, il y a des points qui nous donnent de l'espoir, l'espérance. Nos amis aux États-Unis, autour de la candidature présidentielle de Dianne Seyr et la candidature à Brooklyn de José Vega, déploient dans les rues de Manhattan et recueillent l'approbation des habitants de l'Upper East Side, de Chelsea, de l'Upper West Side, c'est-à-dire de toute une partie des New-Yorkais qui sont conscients de la gravité de la situation, et beaucoup qui sont des électeurs, disons, de religion juive. Ces électeurs pensent que le danger de guerre est plus important que de servir Israël. Donc c'est très important de voir cette évolution aux États-Unis, où 51% des habitants du pays, selon un sondage, doutent que le capitalisme soit la meilleure des solutions. Donc il y a ce changement positif, évidemment qui n'est pas encore relié à une politique, nous en parlerons plus tard, une politique cohérente.
il y a quelque chose de très important qui a été la réunion de Cusco. À Cusco sont réunis 33 pays d'Amérique latine et ils ont décidé que ce que voulaient leur imposer les États-Unis, c'est-à-dire une politique où les États-Unis pourraient intervenir en tout état de cause pour les questions à la fois de terrorisme, de drogue et de répression de la drogue et de toutes les questions de sécurité. Ils ont refusé et ils ont divisé les 3 points en disant qu'ils sont différents et notamment la lutte contre le narcotrafic est une question aussi de souveraineté nationale. Donc ces pays ont dit aussi qu'ils devaient protéger leurs biens d'infrastructure et d'énergie. Et les agences péruviennes ont souligné, Andina, qui est l'agence péruvienne, qu'on ne pouvait pas mélanger toutes les catégories de coopération, de lutte contre le narcotrafic, des économies illicites, etc. Donc on a une résistance qui se manifeste et qui est intéressante et qui est fondamentale. Maintenant, plus encore, notre ami Denis Small a interviewé longuement le grand conseiller des Affaires internationales et auparavant son ministre des Affaires étrangères, le grand sage de la politique brésilienne, Celso Amorim. Celso Amorim a dit 2 choses fondamentales. La première, c'est que toutes les dépenses de guerre ne doivent pas être vues comme une chose en soi, c'est la privatisation des moyens pour lutter contre la pauvreté, pour lutter contre la crise économique, et qu'il fallait réorienter ces dépenses vers la lutte contre la faim, contre la pauvreté, pour l'éducation, pour la santé. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qu'il est dit, c'est qu'aujourd'hui, il faut passer d'une politique de guerre à une politique de paix. Et il a soutenu les efforts du pape Léon XIV. Je pense que cela situe bien la question de quelles forces sont d'un côté et quelles forces sont de l'autre côté. Maintenant, il y a bien plus encore. Il y a l'affaire des crypto-monnaies. Et je pense que c'est bien plus parce que ça définit cette politique financière qui, elle, organise la guerre pour préserver ses acquis et maintenir ce que nous appelons la classe Epstein au pouvoir. Alors, cette politique consiste à faire circuler ces crypto-monnaies, et notamment les stablecoins, qui sont directement liés aux bons du Trésor américain, à la Réserve fédérale et au cœur du système dollar, les faire circuler au profit d'intérêts privés organisés. Cette privatisation voulue par le lobby techno-militaro-industriel qui domine aujourd'hui les États-Unis, que d'autres appellent le nouveau fascisme. Alors, il y a un article très intéressant d'Arthur Wilmarth dans Bloomberg qui dit c'est la dépossession de la souveraineté de l'État, c'est très dangereux, et c'est utilisé dans des réseaux mafieux et criminels. Fesser, Circle et leurs milliards de dollars, eh bien, cela est détourné pour des activités illégales. Donc, ça fait partie de ce lien entre les pouvoirs établis, notamment aux États-Unis, et la mafia. C'est là. C'est là qu'on a des États devenus mafieux. Et puis, il y a cet effort fait pour tout centraliser, et les États-Unis ont, pour cela, passé d'une politique de rétention à une politique qu'on appelle open weight, qui est une forme d'open source. Cette open weight, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on met à disposition les choses, mais là, les acquis de toute l'activité numérique, mais là, et l'intelligence artificielle, mais là, sous contrôle. Et c'est contre la Chine, bien entendu, orienté contre la Chine. Alors il faut bien voir qu'en France, Mistral, qui soi-disant préservait notre indépendance, le champion français de l'intelligence artificielle Mistral, a signé un accord de plusieurs milliards de dollars avec Microsoft.
et sont impliquées toutes ces sociétés américaines dont je vous ai parlé. Le géant américain pourra utiliser les centres de données de la start-up française, c'est un peu plus qu'une start-up maintenant, tandis que plusieurs des modèles d'intelligence artificielle seront intégrés à Copilot. Évidemment, l'accord doit permettre de renforcer les structures d'intelligence artificielle en Europe, évidemment sous un contrôle peut-être indirect, mais certain, américain. Donc, nous en sommes là. De plus, on voit s'exprimer l'agressivité américaine, notamment vis-à-vis de Cuba. Vis-à-vis de Cuba, ça va très loin, parce qu'on dit « Oh, on fait un peu d'aide humanitaire, on est bien gentil, on est un peu philanthrope ». Mais par ailleurs, on prive Cuba d'énergie. Et de plus, Rubio, qui est le ministre des Affaires étrangères, State Department aux États-Unis, Rubio a déclaré qu'il fallait éliminer toutes les activités illégales de Cuba, y compris celles des médecins cubains fournis aux différents États américains, à étrangers, pas seulement latino-américains, mais étrangers, qui est un service apprécié par ces différents États. Donc Rubio a dit il faut arrêter ça. Il faut arrêter l'expansion des Cubains dans le monde, et même lorsqu'ils font des efforts de médecine pour apporter leurs connaissances là où il n'y en a pas, il faut arrêter ça. Donc ça montre l'agressivité de ce milieu anglo-américain. Alors, ou plutôt du lobby techno-militaro-financier, avec ses appuis dans les différents médias à leur service et rachetés dans la plupart des cas par des milliardaires ou des multimilliardaires, ou soumis, comme le New York Times ou Le Monde, à une influence constante de milieux qui possèdent réellement le pouvoir. Alors, ce qui est scandaleux, selon toute appréciation humaine que l'on peut avoir des choses, c'est que le vol de Starship X, SpaceX Starship, a réussi avec à la fois le booster qui s'est séparé, qui a contrôlé, recontrôlé un amérissant sur la mer dans une plateforme, et même le étage supérieur qui a été récupéré dans l'océan Indien. Donc des gens capables de faire de telles choses, en même temps, préparent la guerre. Donc c'est ça qui est absolument scandaleux. La création humaine bafouée est mise au service d'une politique militariste. Et ce qui manque, bien sûr, même à ce programme Starship, puis on veut le voir comme une chose en soi, c'est le programme prévu pour mettre des hommes sur la Lune à nouveau, Artemis. Ce qui manque, c'est qu'évidemment l'étude sur ce qui permettra d'aller plus loin, la propulsion thermique nucléaire. Donc voilà la situation telle qu'on peut la résumer. Anthropique, de son côté, je vous rappelle qu'un cofondateur d'Anthropique était auprès du pape Léon XIV lorsqu'il a développé sa nécessité de contrôler l'intelligence artificielle. Anthropique a alerté sur la menace de l'intelligence artificielle capable de se fabriquer elle-même, donc agissant en manière circulaire et volant les données de tout le monde. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Ça ne veut pas dire que l'intelligence artificielle remplacera l'être humain. Ça veut dire que l'être humain peut être abaissé au niveau d'intelligence artificielle et les plus, je dirais, si on peut exprimer ce mot, mais je pense que dans le sens de l'aversion des contraires, on peut l'utiliser, y compris vis-à-vis de Trump, les plus sataniques, ceux qui pensent que la domination est ce qui doit les définir, ceux-là, évidemment, veulent utiliser l'intelligence artificielle pour manipuler les esprits et éventuellement pour l'utiliser en matière militaire pour des déclenchements automatiques. Donc c'est là qu'est le danger. Et ce danger se répercute parce qu'en réaction de cela, on voit différents populismes, disons, liés au milieu financier en réalité, puisque aucun ne les conteste, ni l'AfD, ni le Rassemblement national, ni en Italie, ce qui arrive avec ce sénateur qui s'appelle le général Vanacci, qui séduit une partie de la droite, qui aurait 7 ou 8%,
des suffrages, selon les sondages, et qui est en arbitre entre Mélanie et l'opposition de gauche. Donc on voit toutes ces choses proliférer. Alors, évidemment, où est la sagesse? La sagesse est dans le respect des souverainetés nationales, associées pour avoir une politique de développement qui soit une politique commune à l'échelle du monde, patriotes et citoyens du monde, une politique commune les respectant, la France souveraine avec d'autres pays souverains de la majorité mondiale. Alors, les souverainistes français ne comprennent pas ce lien, comme je l'ai dit récemment dans des interviews, ne comprennent pas ce lien entre finance et souveraineté, le comprennent mal. Et je pense que nous devons le comprendre pour nous battre pour cette nouvelle architecture de développement et de croissance économique et de sécurité, ce que comprennent un Serge Glaziev en Russie ou d'autres en Chine, ou Ksenia Fedorova. C'est-à-dire, nous avons critiqué le système Bolloré, ou le système Pigasse, ou le système Arnault, qui contrôle la presse. Il ne faut pas oublier Arnault, Bernard Arnault, le Parisien. Donc, et autre chose. Mais Ksenia Fedorova, elle, dit clairement que le paradoxe est saisissant. L'Allemagne bénéficie déjà du partage nucléaire américain en sein de l'OTAN. Elle pourrait demain profiter aussi d'une garantie française élargie, tout en assumant au dernier ressort le risque d'une escalade nucléaire par la France, au nom de la sécurité de l'Allemagne. Donc, voilà. Et voilà une circonstance dans laquelle il ne faut pas obéir nécessairement aux États-Unis, aux anglo-américains, et surtout pas à ceux qui détiennent le pouvoir aujourd'hui et qui s'en sont emparés aux États-Unis, et pas non plus se soumettre à Poutine, comme on dirait, à la Russie, mais avoir une politique de souveraineté comme celle du général de Gaulle, qui dit ces 4 vérités au monde. Alors, évidemment, qu'est-ce qui arrive en France? Dans l'industrie française, c'est le grand virage vers la guerre. Des experts recommandent en même temps que le canon explose en bourse. Les sociétés boursières qui sont dans le militaire, Thales, Rheinmetall en Allemagne, Safran, voient leurs titres augmenter, comme Palantir aux États-Unis d'ailleurs. Et en même temps, des experts recommandent de brider les retraites, de faire des coupes sociales, le Cornu le fait tout le temps. Et je dirais, plus grave encore, cette option vers la guerre se diffuse. Les gendarmes mobiles sont actuellement formés à la guerre en France. 13 000 gendarmes mobiles français, spécialistes du maintien de l'ordre, obéiront à une alerte OTAN nommée Allied Response Force. Donc on en est là, avec une session d'entraînement destinée à leur transmettre les bases du métier militaire. En même temps, on voit cette connivence où c'est le Cornu qui fait des efforts d'intermédiaire, au nom du respect de la démocratie, bien entendu, pour que le prêt pour la campagne de Marine Le Pen soit en partie garanti par l'État. Ce sont les banques, en premier ressort, qui seraient contraintes, elles ne le veulent pas, parce qu'elles ne veulent pas s'occuper de politique. Mais les 6 grandes banques qui feraient une sorte de consortium pour financer la campagne de Marine Le Pen, avec une garantie au moins partielle de l'État en cas de défaut de paiement, c'est donc l'État qui remboursera les banques. Donc, voilà où on en est. Alors, en même temps d'ailleurs, ce qui est comique, vu cette affaire du financement de toutes les droites, en même temps, le journal du dimanche attaque l'État en disant « l'État coupable, les victimes abandonnées ». Donc on veut bien l'État pour vous financer, mais on ne veut pas l'État ou on critique l'État pour ne pas protéger les victimes. Et dernière édition de ce journal, le meurtre de Thomas, la machination de Crépol, et un juge a pour la première fois en France pris en compte, un juge d'instruction, le délit de racisme anti-blanc, ce qui est nouveau. Alors certains, comme Jean-Louis Borloo ou d'autres, disent « le temps du travail d'équipe pour penser la France est venu, il faut travailler en équipe, il faut respecter toute une série de choses, il faut redresser le pays, ne pas continuer avec le logiciel en échec ». Mais rien sur l'économie, rien sur ce qui est fondamental pour assurer cela. De même que Mélenchon propose un programme social avec lequel, sur les grandes lignes, je suis tout à fait d'accord,
Je suis d'accord aussi pour qu'on sorte de l'OTAN et qu'on développe nos relations avec la Chine, mais contre le nucléaire, qui serait la base même du développement d'une économie. Alors, nous en sommes là, dans cette situation, en particulier en France, et je voudrais dire une chose en exemple sur le maire de New York, Mondani, qui a eu le courage de dire qu'il aurait arrêté, conformément à la Cour pénale internationale, qu'il aurait arrêté Netanyahou s'il vient à New York, s'il en avait le pouvoir, et qui conseillerait le gouvernement américain de le faire. Eh bien, Mondani, pourquoi a-t-il du succès? Parce qu'il a compris qu'il fallait que certaines mesures sociales montrent comment la politique devait être réorientée, et les gens le perçoivent à New York. Il a prévu des locaux, par exemple, pour le repos des livreurs surexploités, ubérisés. Il a prévu le développement des crèches, la gratuité de certaines lignes d'autobus et aussi différentes autres mesures sociales reposant sur la taxation des ultra-riches. À New York, il y en a un, faites-moi confiance. Donc, mais ce qui arrive, c'est que, évidemment, Mondani développe ces mesures qui font que les gens trouvent que c'est bien, et à juste titre. Mais il ne touche pas à la répartition même des richesses, et il ne touche pas à ce qui est la manière dont elles sont produites. Et je rappelle la triple courbe de Lindenbaruch, qui montrait bien qu'il y a cette déconnexion entre, d'un côté, le financier et le monétaire, qui prospèrent et deviennent l'effet, sont dans une course folle, une fuite en avant, et la réalité de l'économie physique, l'économie productive, qui recule, sauf dans un domaine, le militaire. Et c'est ça qui crée, encore une fois, comme je disais au départ, les conditions d'une guerre. Alors, pour conclure, je voudrais rendre un hommage aujourd'hui, à mon ami Éric Denessé, du C2FR, qui, avec d'autres éléments du renseignement français, comme le général Pinard-Legris ou même Alain Juillet, s'efforce d'analyser la situation sans aller jusqu'à comprendre le lien entre le financier et le militaire, mais qui analyse la situation de manière correcte avec leurs instruments, et dans un moment, et c'est pour ça que je rends cet hommage, où le délit de liberté, où la liberté d'expression en France devient l'objet d'un délit. Donc c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, en disant qu'il est d'une question de vie ou de mort, de sortir de cette vallée des paumés dans laquelle se trouve ce pays, avec un esprit de lâche soumission qui rappelle 1940. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui.